Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis 30 ans, vous avez à peu près tout fait à la télévision. Vous avez été ce qu'on appelle un généraliste, avant de devenir aujourd'hui, avec succès, ce qu'on appellerait le premier camelot de France. Bonjour Alexandre Devoise. Bonjour Jacques, merci pour votre accueil. Eh bien écoutez, c'est une joie de vous rencontrer. On va fêter aujourd'hui à la radio et plus tard à la télévision sur TF1 vos 30 ans de carrière. Oui. On va en parler longuement puisqu'il y a le téléshopping. Mais avant de parler de cette reconversion dans ce métier de camelot, si j'ose dire, on va évoquer votre parcours. Avec plaisir. Alors, j'ai trouvé plusieurs dates et la première que j'ai trouvée, c'est le 8 janvier 1995. Et d'après mes calculs, c'est votre première apparition, non pas à la télévision, mais à la télévision publique dans cette émission. Curieusement, vous êtes dans Ligne de mire de Jacques Chancel. Ah oui. Vous annoncez avec un bonnet sur la tête ce qui va devenir la grande famille. Exactement, bonne annonce puisque le début, on en parlera peut-être, ont été donc sur TF1, début de radio évidemment, ensuite TF1 et ensuite évidemment première vraie émission, si je puis dire, de télévision, la grande famille sur Canal+. Et justement, vous avez le sourire et vous avez une présentation de cette séquence très courte qui correspond au personnage sympa qui est le vôtre. Oui. Alors ça n'a jamais été pour moi, je dirais, quelque chose de travaillé. Je suis comme ça dans la vie. J'aime, j'allais faire les phrases, j'aime la vie, Jacques. J'aime en tout cas m'amuser, en profiter. J'ai la chance de faire cette activité qui me plaît depuis des années, qui n'était pas en télévision. Je veux dire, une priorité pour moi. La télé est arrivée après. C'était surtout la radio, comme aussi vous l'avez connu, qui était pour moi à bercer, j'allais dire, mon enfance, mon adolescence. Alors votre enfance, votre adolescence, Alexandre Devoise, c'est à Aulnay-sous-Bois. Oui. En un temps où il y avait une vie agréable. Une vie agréable qui était mêlée de des résultats convenables, si je puis dire, à l'école, mélangée avec une activité sportive dense, puisque c'est le judo et j'allais dire l'école et aussi l'animation de DJ, les disco jockey mobile pour animer les mariages et ça le week-end. Donc voilà, ça se mêlait entre trois activités qui étaient l'animation au micro, le judo et un petit peu l'école. Alors oui, un petit peu, juste ce qu'il faut pour faire le minimum. Mais justement, le côté DJ qui ne correspond pas au DJ des discothèques, c'est venu comment, Alexandre Devoise ? C'est devenu tout simplement, ayant un petit peu la tchatch aux alentours de 12-13 ans, mon père m'a acheté un matériel de disco mobile avec des vinyles à l'époque. Et nous avions un oncle qui avait une sorte d'auberge en banlieue parisienne. Et tous les vendredis et les samedis, je me suis retrouvé à animer. Alors, j'avais pas encore le permis puisque j'avais 14 ans. Donc c'était mon père qui me déposait avec les stafettes. J'animais évidemment toutes les soirées et vers 3h, 4h, 5h, 6h du matin, en fonction de mes capacités à animer la soirée et à garder les gens sur la piste, il venait me rechercher. Donc ça, j'ai fait ça pendant quand même 5-6 ans, tous les week-ends. Voilà, donc c'est, je dirais, la première accroche avec le micro. Mais c'est rare qu'un père autorise son fils et encourage son fils à ça. Oui, il m'a beaucoup aidé, fait énormément confiance. Il savait que j'avais déjà les pieds sur terre, si je puis dire. Voilà, il y avait donc ces deux activités-là qui m'ont bercé, qui m'ont permis, et je le répète, de garder les pieds sur terre, à savoir un entourage familial assez fort, proche, et le judo qui a été quelque chose d'important pour moi. Voilà. Et le côté DJ que vous avez, c'est finalement la tradition du disquaire d'origine. Oui. Puisqu'après les années 50, ce sont des disquaires qui animaient les balles et les soirées et les discothèques. Et la première discothèque où il y a eu justement cette animation, c'était le Whisky à Gogo, de Paul Passini. Et on appelait ça le Whisky à Gogo car c'est le premier endroit où on achetait une bouteille de whisky qu'on pouvait consommer autant qu'on voulait. Exactement, et cette marque, comme vous le dites, le Whisky à Gogo, s'est aussi développé un peu partout en France parce qu'ensuite on a vu, alors là je peux vous en parler parce que j'ai écumé quelques boîtes de nuit, ensuite le Whisky à Gogo dans le sud de la France, entre autres. À Cannes, il y en avait un extraordinaire, avec Paul Passini qui était en coulisses en permanence. C'est pas là-bas que je vous ai croisé, Jacques ? Oh, peut-être, mais moi c'était pour des raisons professionnelles. Pardonnez-moi. Alors, il se trouve aussi que vous réussissez à entrer à Fun Radio comme standardiste, mais c'était pas évident au départ, Alexandre Devoise. Non, pas évident. J'ai démarché, j'écoutais la radio et j'écoutais Fun Radio et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me rendre là-bas, taper à la porte, ce qui se faisait, j'allais dire, beaucoup à l'époque, mais on avait en tout cas la possibilité de pouvoir démarcher de cette manière-là. Et j'ai demandé s'ils avaient besoin de mes services, si jamais ils ont besoin d'un standardiste. J'ai été embauché dans un premier temps le soir, puis ensuite, peut-être vous allez m'en parler, le matin. Voilà. Et ça a été une démarche comme celle-ci. Oui, et surtout une démarche où
qu'on pouvait faire à l'époque. Aujourd'hui, si on n'a pas 4 années de diplôme derrière soi, on ne peut même pas franchir la porte. Ce qui, pardonnez-moi, à mon goût est un peu triste aussi aujourd'hui. Je ne sais pas, et moi je vous le dis tout net, je ne vais pas le dire trop fort parce que mes enfants écoutent sûrement, mais je n'ai pas eu mon baccalauréat, j'ai eu d'autres choses à côté, différentes, et dans cette activité-là, je n'ai pas rencontré, parce que je n'avais pas un diplôme, un BTS ou autre chose, de difficultés pour cette activité. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile. Oui, c'est vrai que Pierre Lazareff, qui a quand même été le plus grand directeur de journal de France, disait qu'il avait fait HEC, hautes études communales. Très bien. C'est exactement ça. Alors, vous allez donc le matin, et vous êtes remarqué par Arthur qui arrive. Je travaille dans un premier temps le soir, les 6 tops d'un bloc, ce sont des 6 titres que l'on diffuse, et j'entends évidemment, comme vous le dites, parler d'une émission folle le matin, Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM, et je me suis dit, tiens, au lieu de faire que le soir, viens un matin pour voir comment se déroule cette émission, qui faisait déjà beaucoup parler à l'époque. Voilà, je me suis retrouvé un matin dans les locaux, dans le studio d'Arthur, et il y a un standardiste qui n'avait pas réussi à trouver l'auditeur qu'il fallait en 20 secondes, 25 secondes. J'ai réussi à le trouver. L'auditeur a fait quelque chose d'exceptionnel à l'antenne. Arthur m'a proposé de travailler le matin, et comme je ne voulais pas planter le soir, je faisais et le soir et le matin. Et petit à petit, vous êtes arrivé à l'antenne. Oui, petit à petit. J'étais fan de publicité. Allez savoir pourquoi. J'aimais bien les pubs à la télé, tout ça. Et donc, nous avons inventé un personnage qui s'appelait Mister Pub. Vous pouviez poser des publicités, des slogans de marque, et Mister Pub devait vous chanter la publicité. Donc, c'est un jeu qu'on a d'abord lancé en radio, qui a connu un franc succès, et ensuite qu'on a adapté à la télévision. Voilà. Et puis, avec des jeux qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui sans déchaîner les réseaux sociaux, comme l'orgasmotron. Oui, Jacques. Et ça, c'était, je crois, c'était étonnant. Non, mais évidemment, c'était de garçons ou filles qui étaient donc assis sur une sorte de chaise, type dentiste, pardon, et qui mimaient l'orgasme. Et c'est celui qui le mimait le mieux qui repartait le rêve avec un téléviseur. Oui, et ça a fait scandale. Moyennement, oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme cela qu'on ne pourrait plus jamais faire. Mais c'est une époque où on pouvait beaucoup inventer. On avait la chance de pouvoir faire des choses à l'antenne. Nous avions aussi des dirigeants qui nous laissaient faire. Moi, ça a été le cas aussi à Canal+, comme vous connaissez très très bien la chaîne. Voilà, donc, alors, vous allez me poser la question, est-ce que c'était mieux avant ? Moi, je dis avant, c'était quand même hyper sympa. Oui, effectivement. Et surtout, vous avez appris à cette époque, Alexandre Devoise, l'école de l'improvisation. Oui, ce qui est... le passé, ces années de micro, de disque jockey m'ont appris aussi sur diverses situations à improviser ce que vous savez faire. Enfin, vous connaissez évidemment la machine. Et quelqu'un vous repère ensuite, c'est Jean-Luc Delarue. Oui, Jean-Luc travaille sur Europe 1 à l'époque, dans une émission qui s'appelait Mon œil, c'est une émission média. Et Jean-Luc me propose d'écrire ou de couvrir divers événements comme les 7 d'or, ce genre de trucs à la radio, et en même temps de l'accompagner à la présentation de la météo dans la grande famille, avec une présentation, j'allais dire, et c'était l'idée de Jean-Luc, très belle idée, originale, de présenter au quotidien la météo sur le toit de Canal+. Donc ça veut dire qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on était quoi qu'il arrive à l'extérieur. Oui, avec des gags aussi. Un jour, on vous a vu danser à la fin d'une météo. On m'a vu danser, on m'a vu malmener des chats, on m'a vu faire des choses un peu folles. Ça faisait partie de la manière dont on voulait parler de la météo, faire un truc un peu fun, quoi. Et vous connaissiez rien à la météo, Alexandre Devoise ? J'ai tout perdu. Voilà. Je sais qu'au départ, à la télévision, quand on voit les images des années 50, la météo est faite sur des bouts de carton au bureau de Météo France. Il y a une voiture qui emmène la bande à rue Cognac-Jay. Et comme il n'y a rien pour développer, on met des boîtes de petits pois de la cantine vide sur lesquels on met la bande pour la développer. Okay, c'est extraordinaire. C'est génial. Alors, finalement, c'est un travail de titan parce qu'il faut avoir une imagination délirante, Alexandre Devoise, pour faire tout ça. Oui, mais il faut être aussi, j'allais dire, bien entouré. J'ai eu la chance de rencontrer, durant ces 30 années, des personnages fous, mais 2 personnes m'ont mis le pied à l'étrier. C'est tout de même Arthur et Jean-Luc Delarue, qui, dans des registres différents, sont plus que talentueux. Donc, pardon, j'ai eu la chance de bien tomber. Oui, mais en même temps, il faut des accès
accessoires, il faut tous les jours écrire, jour et nuit. C'est un immense travail. C'est ce qui m'a plu et ce qui me plaît encore, de prendre le stylo, de partir d'une feuille blanche et d'essayer d'inventer, de créer, budget ou pas budget. Il y a des années, on en avait un peu plus, maintenant on en a un peu moins. L'écriture est peut-être et sûrement différente, mais c'est, je dirais, un élément important pour moi, que ce soit en télé et en radio, comment dire, non pas de ne pas avoir confié d'autres missions à d'autres, pas avoir toujours tout fait tout seul parce qu'on sait qu'on n'y arrive pas, mais en tout cas, si je viens plutôt à la radio, si je viens plutôt à la télé, c'est qu'il y a une raison, j'aime bien encore préparer. Voilà, et en même temps, il faut des accessoires. Bon, il fut un temps où les buts de Chaumont étaient le lieu où on pouvait trouver n'importe quoi d'un costume Louis XVI à une table. Exactement. Et comment on fait? Nous avions la chance à l'époque de Canal, parce qu'en plus, certes, la grande famille, mais nulle part ailleurs, il y avait déjà José Garcia, il y avait déjà, donc on avait quand même des hangars, si je puis dire, d'accessoires, de costumes, comme vous le dites. Voilà, il suffisait juste de préparer un peu en amont le sketch sur la semaine et on était bon. Voilà. Et vous entrez finalement dans une famille qui est une famille originale. Une famille originale. Je suis resté ensuite à peu près 9 ans à Canal+, avec, voilà, comme je vous le disais, des rencontres folles. Jean-Luc Delarue, Philippe Gildas, une direction, pardon, Pierre Lescure, Alain de Greff. On peut pas mieux tomber. Non, mais il s'est passé d'autres choses justement pendant ces 9 ans. On en parle avec une autre date, le 28 août 1995. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Devoise. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Devoise. Nous fêtons les 30 ans de votre carrière. Merci. Nous allons les évoquer tout à l'heure. Mais là, on revient à une date importante, le 28 août 1995. Vous devenez un patron de cette émission. La Grande Famille, une émission qui a été présentée par Michel Denisot, oui. Jean-Luc Delarue, oui. Michel Philippe pendant un an. Oui. Et c'est votre tour. C'est notre tour. Le duo marchait bien avec Philippe, à savoir, moi je présentais, lorsque Jean-Luc présentait cette émission La Météo, on l'a évoqué, Philippe faisait des rubriques ciné tous les mercredis. Et exactement. Et on s'entendait, on se voyait à l'extérieur, on passait notre vie 24 heures sur 24. Et après le départ de Michel Field, Alain de Greff nous a proposé à Philippe et moi de reprendre les rênes de cette émission de débat qui était donc La Grande Famille. Et ça, c'était un rêve, mais c'était pas évident. Je crois que le mois qui a précédé, vous avez travaillé en plein mois d'août tous les jours. On a travaillé en plein mois d'août tous les jours. Il y avait tout de même une pression puisque 2 jeunes garçons allaient débouler derrière Jean-Luc Delarue et derrière Michel Field, qui sont pas les plus mauvais. Donc on était non pas attendus au tournant parce que la chaîne nous faisait confiance, Alain de Greff aussi, mais il fallait non pas tout révolutionner, mais en tout cas réaménager, remettre quelques petits coups de tournevis. Et pour nous, sur une chaîne comme Canal+, c'était la première fois qu'on allait se retrouver, Philippe et moi, pendant 1 heure en direct chaque jour à la télévision, quoi. Et la première émission, vous avez une chemise blanche, un gilet bleu ciel, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je me souviens, c'était un petit gilet manche courte, enfin coupé, pardon. Et votre première phrase, c'est la rentrée correspond à la fin des vacances, le temps est donné. Le temps est donné, mais c'est vrai qu'on avait d'un côté, alors ce qu'on qualifiait de zébulon, mais ce qui faisait partie de ma personnalité, le côté un peu plus sérieux de Philippe, et c'est, je pense, ça qui a bien marché durant de nombreuses années, parce que c'est le public qui décide, évidemment, que ce soit pour La Grande Famille, mais aussi nulle part ailleurs. Et le mot zébulon, il est né d'ailleurs du Manège Enchanté, avec un personnage qui faisait tournicotti, tournicoton. Et ça a tellement marché que finalement, zébulon est devenu un mot du vocabulaire courant. Alors, cette émission est décalée, c'est-à-dire que c'est une émission décalée sur l'actualité, La Grande Famille, et vous l'avez rendue encore plus décalée. Plus décalée, puisque alors il y avait tout de même des sujets assez lourds. Hein. On est évidemment dans la même veine de ce qu'avait pu faire ensuite Jean-Luc dans l'émission Ça se discute. Donc on avait de temps en temps 2 thèmes étaient donc abordés en 1 heure, un sujet un peu lourd et des sujets plus légers qui pouvaient aller jusqu'à j'ai une coupe de cheveux excentrique. Vous voyez donc la légèreté. Et ensuite le vendredi, on injectait quelques jours dans la semaine des rubriques évidemment ciné, des rubriques mode avec Mademoiselle Agnès et la cuisine. Nous avons été non pas les précurseurs, ce serait prétentieux de dire ça, mais de rajouter une petite table au bout et on avait une cuisinière qui s'appelait Lulu et qui
qui tous les vendredis, en deuxième partie d'émission, nous expliquait comment faire un plat, une recette. C'était hyper festif. Oui, et ça c'était totalement novateur à la télévision. Oui, à cette époque-là, oui. Et nous avions des verres de vin blanc dans des gobelets. Alors à consommer avec modération, évidemment, Jacques. Mais voilà, ce qui animait évidemment cette émission. Oui, la seule émission de télévision, ce n'est pas Art et magie de la cuisine, la première comme on en parlait à l'époque, mais il y avait les recettes de Monsieur X avant, qui était un comédien en 53. Il y a quelques traces de cette émission. Ça n'a jamais marché, on l'a totalement oublié. Et ces recettes ont été totalement oubliées. Et donc vous qui connaissez mieux que moi, il y a eu ensuite Raymond Oliver et la cuisine des mousquetaires. Et oui, et puis il y a eu entre les deux Michel Oliver, le fils de Raymond Oliver. Ah d'accord, j'avais raté cette étape. Qui a fait, et aujourd'hui la cuisine est reine à la télévision. Là aussi, vous avez inventé des choses. Et puis il y a eu aussi le C'est pas le 20h à Cannes. Génial. Qu'est-ce que c'était ça, Alexandre Devoise? C'était Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius, le réalisateur des OSS, de The Artist, qui travaillait à Canal+ et qui a proposé à la chaîne, c'était génial, pendant une demi-heure tous les samedis, de 20h à 20h30, on rebalayait l'actualité, culture, légère ou autre, durant une demi-heure dans différents sujets. En revanche, l'idée était de être dans les rues de Paris avec ce qu'on appelle une Steadicam. Vous savez, c'est des caméras qu'on arrive à déplacer facilement, voilà. Ce qui était nouveau à l'époque. Ce qui était nouveau aussi à l'époque, et donc on lançait des plateaux avec une image, un grain. Et là, pour le coup, c'était totalement nouveau, et c'était évidemment sous la houlette de Michel Hazanavicius, qui n'ont pas ses débuts, mais voilà, qui avait déjà, on le voit, un talent. Donc c'était un rendez-vous, en tout cas très sympa à faire. Et Michel Hazanavicius, on n'imaginait pas qu'un jour il serait aux Oscars. Moi, en tout cas, on s'imaginait qu'il avait déjà un certain talent. Voilà. Alors, il se trouve que ça avait commencé à Cannes, en plus, cette émission, c'est devenu hebdomadaire. Exactement. Et ça a marché. Oui, ça a très bien marché, voilà. Et en plus, le samedi, imaginez, alors il y avait moins de chaînes, je vous l'accorde, mais voilà, le samedi entre 20h et 20h30, fallait vraiment avoir envie ou autre chose à faire, si je puis dire, pour regarder C'est pas le 20h. Voilà, et c'était ça ou le journal télévisé, donc le choix a été fait. Oui. Alors, il y a eu ensuite Nulle part ailleurs, car Nulle part ailleurs, qui est une émission lancée par Gildas, Decaune et compagnie, vous y êtes retrouvés. Nous avons présenté 3 ans, si mes souvenirs sont bons, La Grande Famille avec Jean-Luc, avec Philippe, pardonnez-moi, et ensuite Alain de Greff décide de scinder, si je puis dire, et ensuite de décliner les Nulle part ailleurs matin, Nulle part ailleurs midi et Nulle part ailleurs soir, évidemment. Il décide de scinder Nulle part ailleurs en 2 parties. Nulle part ailleurs première partie que nous donc présentons avec Philippe, et ensuite deuxième partie avec Gildas et Decaune. Donc voilà, alors pour nous là, ça a été un moment fou de se retrouver à la présentation d'un tel rendez-vous. C'est-à-dire que c'est un travail aussi fabuleux et un risque permanent, Alexandre Devoise. Oui, nous avions la chance d'être tout de même bien entourés, parce que de se retrouver sur une émission comme celle-ci, des millions de téléspectateurs à l'époque, c'était le talk show par excellence. Tous les invités internationaux, lorsqu'ils étaient à la capitale, étaient, obligés de passer par cette émission. Émission sympa, nous avons eu la chance de croiser la terre entière, Jacques, des artistes de la musique, du cinéma, ça a été une période folle pour moi. C'est là que j'ai vraiment, je me suis non pas rendu compte de ce qu'était en tout cas la force de la télévision, mais voilà, ça a eu un impact conséquent sur moi. Et tout ça sous la houlette de Philippe Gildas. Oui. Alors on savait qu'il avait du talent, mais il y a une chose qu'on sait peu sur lui, c'est qu'il est le témoin d'un des plus grosses bourdes à la radio. Un journaliste qui s'appelle Jacques Alba déboule au micro quand Jean 23 meurt et dit le pop est marre. Éclat de rire. D'accord. Et le Saint-Marc est pop. Et il n'a jamais pu annoncer la mort de Jean 23. Et le journaliste de service était Philippe Gildas. Très bien. Voilà. Je ne connaissais pas cette anecdote. Et il s'est retrouvé. Il a eu quelques autres ennuis, Jacques Alba, parce qu'un soir, au lieu de dire le général Salan vient d'être enfermé à la prison de Fresnes, il a dit le général de Gaulle vient d'être enfermé à la prison. C'est pas pareil. Donc il a fini sa carrière à minuit, le plus tard possible. Avec le chèque à la compta, quoi. Exactement. Alors il y a eu effectivement ensuite le matin. Car vous avez animé l'émission du matin, Nulle part ailleurs, et je crois que la dernière émission est entrée dans les annales de la télévision. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent, la bonne vidéo évidemment sur maintenant YouTube, sur cette dernière, puisque ça a été capté, on a filmé évidemment. Alors la veille, il faut savoir que le Canal+ avait organisé une grosse fête, puisque certains n'étaient pas là ou partaient ensuite en week-end en fin de saison, donc je pense que toutes les équipes, les uns les autres, certains sont venus directement à l'émission, donc
d'autres ont dû dormir 2 heures. Bref, ça a été une journée folle puisque l'émission La Matinale Nulle part ailleurs que je présentais, certains restaient encore sur Nulle part ailleurs midi, puis ensuite on a enchaîné sur la vraie clôture puisqu'il y avait des animateurs qui changeaient aussi. Ça a été un vrai changement notoire pour Canal avant de passer ensuite à d'autres émissions. Et toute cette journée, je dirais, a été filmée. Journée extraordinaire avec ceux qui restaient, d'autres qui partaient. Voilà, ça a été un moment fou également. Oui, et un moment fou aussi, c'est cette présentation du journal du Hard. Là, on ne vous attendait pas là, Alexandre Devoise. Oui, mais comme on ne m'attendait pas non plus à Téléshopping, donc... Écoutez, Jacques, moi j'ai la chance de faire ce métier-là. L'histoire du journal du Hard, si vous avez une seconde, je veux bien vous la raconter. J'entends, c'était Philippe Vandel qui jusqu'à présent présentait le journal du Hard. Cette émission se faisait à Paris, dans un petit studio avec ce qu'on appelle un fond vert où nous pouvons incruster plein d'images. Et j'entends Philippe Vandel à l'époque devant la machine à café qui dit moi ce sera ma dernière saison de journal du Hard. Écoutez, c'était le bon moment de prendre un café. Oui. Je vais voir Alain Degreffe, je lui dis écoute Alain, j'ai eu vent comme quoi peut-être Philippe allait stopper la présentation. Il m'a dit pourquoi j'ai pas pensé à toi? Et nous nous sommes retrouvés, il fallait trouver un nouveau concept, donc une sorte de Tintin reporter où nous allions sur les différentes productions. Voilà, c'est un beau métier. C'était un métier, c'était un exercice de style. Voilà, remarquez à l'époque on parlait pas du Hard comme on en parle aujourd'hui, et moi je me souviens pire, dans les années 70, un soir à la Cinémathèque, il y a une projection d'un film totalement secrète, même pas annoncé. D'accord. History of the Blue Movie, l'histoire des films porno. Okay. Et à la Cinémathèque à minuit, je peux vous assurer qu'il y avait le gouvernement au grand complet, des directeurs de cabinet. Bonjour monsieur le ministre dans les fourrés. Mais normalement personne. Normalement personne. Mais finalement, vous avez tout appris en faisant autant de choses. Oui, beaucoup. Et c'est aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, le choix aussi, après d'autres émissions sur les chaînes de la TNT, mais l'envie, non pas à vie de faire tout et n'importe quoi, mais j'ai eu l'opportunité, il y a des choses que j'ai refusées également, mais voilà, c'est avoir plusieurs cordes à mon arc, de toucher à des talk-shows, des émissions en extérieur, des émissions de e-commerce. Voilà, j'ai la chance de faire ce métier-là, profitons. Et bien justement, tous ces métiers, on va en parler à travers une autre date, le 19 septembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Devoise. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Devoise, 30 ans de radio et télé, il s'est passé beaucoup de choses, et il y a une journée qui a marqué votre vie aussi, parce qu'elle est souvent dans les bêtisiers. Le 19 septembre 2020 est diffusée à la télévision cette émission. Fort Boyard, et là, des araignées qui ne veulent pas vous lâcher. J'ai la phobie des arachnophobes et musophobes pour les araignées, pour les souris ou les petits rongeurs. Et alors évidemment, pour celles et ceux peut-être qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, ce qui est logique, les règles, en fait, il faut la boîte de production de Fort Boyard vous demande de remplir un questionnaire. Et si tu fais le questionnaire normalement, si c'est vrai, si tu dis évidemment que tu as peur des souris, des araignées, de serpents ou tu as le vertige, sache que de toute façon, tu vas y passer. Alors là, moi, j'avais mis l'inverse, mais je me suis quand même fait avoir parce que c'était pas la première fois que je participais à cette émission. Et là, je me suis retrouvé, la tête j'étais en pleine panique. Voilà, ça circule sur Internet. Oui. C'est un beau film. Ou alors. C'est une émission de plus dans un parcours varié parce que finalement, quand on voit votre parcours, Alexandre Devoise, vous savez tout faire et vous pouvez tout faire. D'abord, il y a d'abord. Vous êtes le pionnier d'une forme d'émissions qui sont largement développées, c'est-à-dire les émissions de nostalgie. Vous avez été un des premiers. Oui, et ensuite on a lancé d'autres émissions avec des images d'archives et tout ça. C'est vrai que, alors je pourrais pas dire, ce serait prétentieux, Jacques, le pionnier ou à l'origine de tout le monde. Je dirais aujourd'hui, et c'est pas à vous que je veux dire ça. Vous connaissez, il y a des choses qui se reprennent, qui se repiquent, qui se refont. Voilà. Donc moi je ne dirais pas, à aucun moment j'ai été précurseur, mais sur quelques petites choses, on a été novateur ou on a remodernisé le genre. Oui, parce que mes années télé que vous avez présentées, oui, c'était génial à faire. Oui, c'était génial parce qu'il fallait voir des tas d'archives. Oui, et surtout, j'ai eu la chance d'interviewer dans des décors qui ont été reconstruits pour l'occasion sur un plateau fou, d'être aux côtés de Monsieur Bouvard, d'être aux côtés de Monsieur Chancel, dans un autre registre de Patrick Sabatier, où on reparlait de ses émissions L'heure de la vérité, les premières émissions de Monsieur Bouvard. Pour un jeune garçon d'une trentaine d'années et moins, c'est quand même, pour moi, et ça restera un très beau souvenir. Oui, et en même temps, quand je dis que vous êtes novateur, c'est qu'à l'époque, la
nostalgie, ça n'intéressait personne. Non, je suis d'accord avec vous, c'est arrivé ensuite après. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des archives qu'on a perdues. Toutes les archives de Radio Luxembourg des années 50-60 ont été détruites parce qu'il fallait récupérer de la bande. Ah, d'accord. Et celles d'Europe 1 ont été jetées dans une poubelle aussi un matin. Et heureusement, des auditeurs étaient prévenus et ont pu récupérer des cartons d'émission. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes aussi un pionnier d'une autre forme d'émission et qui marche très bien aussi, Alexandre Devoise, ce sont les bêtisiers. Car à Noël, vous avez présenté les bêtisiers de Noël. Alors on en a fait quelques-uns parce qu'ensuite on a décliné pas mal de choses sur une chaîne de la TNT où je suis resté quelques années, en l'occurrence W9. Ouais. Alors là oui, on a fait les bêtisiers, on a fait les top 50, on a fait les records du monde. Nous sommes même allés, Jacques, jusqu'à aller rechercher le nouveau Michael Jackson. Oui, avec un concours où la finale a été présidée par un frère de Michael Jackson. Exactement, Jermaine Jackson, qui était venu évidemment pour la finale, comme vous venez de le dire. Et alors, nous avions lancé un casting géant dans toute la France. Imaginez les rencontres stupéfiantes que nous avons pu faire pour certains qui aspiraient à devenir le nouveau Michael Jackson. Certains étaient bons, mais pardonnez-moi, d'autres étaient mauvais, quoi. Mais c'était des sosies, finalement. Oui, c'était des sosies. Alors, voilà, et Michael Jackson, bon, bah, comme on le sait, évidemment, j'ai oublié son nom, mais le grand gagnant s'y rapprochait et a tout donné, évidemment. Mais bon, bah, Michael Jackson, il n'y en a qu'un. Mais on a passé quand même de très bons moments. Et Michael Jackson, on le sait peu, se cachait régulièrement chez Liz Taylor. D'accord. Et un jour, j'ai une interview de Liz Taylor, je l'appelle, et au téléphone, c'est Michael Jackson qui a répondu, avec une toute petite voix. D'accord. Il avait une voix, mais d'une timidité incroyable. Hi, Jack. Exactement. Mais et effectivement, ces émissions étaient vraiment novatrices. Les sosies, par exemple, oui. Ça a aussi commencé dans les années 70, avec une dame qui s'appelait Huguette Femfrock, qui se prenait pour la reine d'Angleterre, qui faisait les supermarchés. Quand on l'appelait, qu'on disait pas bonjour majesté, elle vous raccrochait au nez. Ah d'accord, très bien. Ça, c'est aussi un phénomène qui vous a intéressé. Qui nous a intéressés. Voilà, il y a eu pas mal d'émissions aussi qu'on a développées autour de ça. Certaines n'ont pas vu le jour, mais voilà, comme on le disait, au travers et aussi le début de la TNT, lorsque je suis arrivé sur W9, on a eu la possibilité aussi de faire des choses un peu sympas, quoi. Mais qui sortaient de l'ordinaire. Bien sûr, mais les bêtisiers, en plus, c'est un immense travail que vous avez connu en créant le zapping aussi, qui a eu le zapping. Exactement, le zapping de Canal. Et c'est vrai que tout ça... et pour le coup, le zapping de Canal a été... et là, ce n'était pas nous, hein, je crois pas de Patrick Menet qui chapeautait le zapping. Là, pour le coup, ils ont été vraiment précurseurs, novateurs. Oui, parce qu'il y avait 12 personnes qui regardaient la télévision en permanence. 24 sur 24, exactement. Il y avait une salle aussi grande que votre studio, avec non pas des centaines d'écrans, il devait y avoir quoi, une cinquantaine d'écrans, et tout le monde suivait les chaînes en continu. Ça devait être épuisant. Un travail de fou. Et ces bêtisiers, donc comment ça se passait? Vous aviez accès aussi aux archives? Exactement, soit les archives de l'INA ou d'autres bandes, et c'est vrai qu'on a monté divers rendez-vous. Alors on en voit encore aujourd'hui, et par exemple l'ami Camille Combal aussi, c'est aussi parfois des formes de bêtisiers, et il arrive très très bien à le remettre au goût du jour avec voilà, des choses originales. Voilà, donc on était dans le même état d'esprit, en tout cas à l'époque. Et le mot bêtisier a été créé par un producteur américain, Kermit Schaffer, et qui a commencé à faire les premiers bêtisiers dans les années 50-60 aux États-Unis. Je ne savais pas, très bien. Et c'est vrai que là, il faut une présentation un peu spéciale pour le bêtisier. Il ne faut pas se moquer complètement de la personne. Non, il ne faut pas se moquer complètement de la personne. Et alors après, voilà, quand je parlais de Camille, lui, là, le truc qui est sympa, c'est qu'il y a quand même une manière beaucoup plus agréable d'emmener, comme vous venez de le dire, différentes images, parce que j'ai vu d'autres émissions de bêtisiers où on se fait chier quand même. Enfin, voilà, c'est juste envoyer des images et de se renouveler un peu le genre aussi. Et bêtisier de Noël, enfin pardon, on a les mêmes images à chaque fois, quoi. Oui, mais comment on fait pour se renouveler? Je pense qu'il y a encore des choses, il se passe des choses aujourd'hui encore en télé, et parfois des choses qui vont peut-être parfois un peu plus loin que ce qu'on a vécu à l'époque, ou différentes. Ou qui ne peuvent pas être diffusées aussi, parce qu'aujourd'hui tout est compliqué. Alors ensuite il y a eu la musique. Vous êtes entré dans l'univers de la musique, dans la présentation. C'est venu comment? C'est venu avec une volonté d'arrêter les talk-shows, d'arrêter les invités, d'arrêter les tours de table et de revenir à ma première passion, à savoir la musique, DJ à Aulnay-sous-Bois.
Et donc, vous êtes devenu un peu le pompier de service. Oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait besoin d'une émission... Vous avez raison. Comment c'est-à-dire? Racontez-moi. Exactement, parce qu'ensuite, on est parti sur d'autres émissions, même musicales, qui s'appelaient Taxi Cash. On a fait Station Métro. Nous avons fait la Nouvelle Star, X Factor. Voilà. Et donc, pareil, ensuite, ça m'a plu, mais je vais avoir le sentiment que d'un coup, je me lasse vite. Mais pas du tout, voilà. Non, mais surtout, dès qu'on avait besoin de quelqu'un pour présenter, on appelait Alexandre Devoise. J'étais très content, et en plus c'est le top 50 aussi que nous avons relancé sur ces chaînes-là. Mais oui, côté musique, j'étais ensuite pompier de service, je ne sais pas, mais l'animateur musique de la chaîne. Voilà, top 50 qui a été créé par Philippe Gildas quand il était directeur d'Europe numéro 1. Exactement. Pour contrebalancer le hit parade où les ventes n'étaient pas tout à fait à la mesure de la réalité. Et arrivé sur Canal+ avec Marc Tosca. Exactement. Alors la première émission que vous avez fait dans le genre, Alexandre Devoise, c'est Dance Machine. C'était un concept assez original. Les invités, alors ça n'a pas duré très très longtemps, ça n'a pas eu un succès fou, mais en tout cas ça a été une bonne accroche. Oui, mais une génération aujourd'hui vous bénit parce que ils allaient à Bercy jusqu'à 6h du matin, on dansait. Oui, on dansait. C'était un peu sur d'autres émissions, un peu la plus grande discothèque du monde. Donc moi ça me convenait très bien en plus à l'époque. Voilà, mais oui, on a eu la chance aussi de rencontrer, j'allais dire voilà, des personnalités qui ont aussi explosé. C'était, vous voyez bien, encore quelque chose de différent que les invités, comment dire, intimistes ou des très très grosses stars qu'on recevait à Canal. Oui, mais là vous vous retrouvez au milieu de tas de jeunes. Génial. Jusqu'à 6h du matin. Jusqu'à 6h du matin. Et comment on fait pour tenir? On tient parce qu'on aime ça, parce que voilà, le rendez-vous était plutôt sympa à présenter. Et comme je vous le dis, t'avais un Bercy plein où tous les gens étaient comme ça, ça porte. Voilà. En même temps, on pourrait plus imaginer ça aujourd'hui à cause des mesures de sécurité. Exactement. On est content, en l'occurrence, que ça reparte un petit peu pour tous nos artistes, parce que aussi la période a été compliquée pour eux. Mais en fait, aujourd'hui, ce genre de soirée, ça se passerait plutôt à l'Olympia, parce qu'ils ont mis en point un système pour que les fauteuils disparaissent. D'accord. Quand on veut faire un dance floor, comme on dit, et on ne casse plus les fauteuils. Mais je me suis un peu renseigné, j'ai découvert qu'en réalité, les fauteuils cassés à l'Olympia, c'était un coup publicitaire génial, car on dévissait légèrement les fauteuils avant le spectacle, ce qui permettait de les casser sans problème. D'accord, je savais pas. Pas mal. C'était une belle astuce. Alors, il y a eu aussi une autre émission qui est sur les records insolites. Oui. Ça, c'était le monde des records. C'était le monde des records, ça a été rigolo parce que aussi, certes, il y avait différentes images qui venaient du monde entier, mais il y avait aussi quelques records un peu loufoques qui étaient réalisés en plateau. Et là, je peux vous dire qu'on s'est quand même amusé, puisque celui qui casse le plus de pastèques en un minimum de temps, ou celui qui casse des noix avec ses fesses, je vous avouerai que j'ai eu quelques crises de rire. Alors, à raconter comme ça, c'est pas bien marrant, mais en tout cas, moi, je me suis bien marré. Il y avait aussi lancé une personne le plus loin possible. Exactement. Il y avait le lancer de tongs, et alors attention, interdit parce que la personne a été disqualifiée, puisqu'ils avaient mis du plomb à l'intérieur de la tongue, et donc elle avait lesté la tongue qui, bizarrement, était arrivée quand même beaucoup plus loin que la normale. Il se passe des trucs dans le monde des records. Oui, et un record insolite, c'est un jour un match de pâtes entre Lino Ventura et Georges Brassens. Ah, pas mal, c'est mieux déjà. Oui, mais Ventura a préparé les pâtes, et c'était à qui tiendrait le plus longtemps. Et Georges Brassens a gagné à la 15e assiette. Très bien. Ventura a craqué. C'est autre chose, c'est pas les noix. Et là, vous avez fait démarrer quand même Karine Ferry. Oui, alors je... Ah oui, elle a démarré dans le monde des records. Elle a démarré dans le monde des records. J'ai eu la chance de commencer, ou en tout cas d'animer aussi avec quelques animatrices. On avait travaillé avec Sidonie Bonnec aussi, qui avait commencé à mes côtés. Oui, avec Karine Ferry, c'est vrai que sur le monde des records, on avait débuté à ce moment-là. Mais ça veut dire aussi qu'il faut à chaque fois avoir beaucoup d'imagination pour passer d'une émission à l'autre. Il faut s'y reconnaître. Il faut s'y reconnaître, il faut que ce soit en raccord avec ce que vous souhaitez faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai jamais été avide de notoriété, de reconnaissance. Il s'avère que je fais de la télé maintenant et de la radio depuis 30 ans, mais ça n'a jamais été un élément moteur pour moi. Et tous les choix, certains trouvaient ça ou trouvent ça hasardeux, inutile. Je m'en moque. Moi, l'essentiel, c'est que, en tout cas, j'avance à ma manière et j'essaie de présenter au mieux les émissions qui me sont confiées, mais que j'ai aussi choisies. Oui, c'est un côté mercenaire
mercenaire en même temps. C'est un côté mercenaire, prise de risque. Il y a des émissions dans lesquelles j'aurais pu rester encore pendant des années au chaud. Voilà, je suis reparti à chaque fois de zéro. J'ai eu la chance que, pas pour tout, mais que en majorité ça fonctionne. Oui. Et quand vous dites que vous avez choisi des émissions, il y en a quand même que vous avez refusé, Alexandre Devoise. Oui, on m'avait proposé la Star Academy à l'époque, d'autres émissions de talk-show, voilà, et je n'avais pas envie. Comment ça, t'as refusé? Non. J'étais encore à Canal+, où j'allais sortir de Canal+. C'était pas quelque chose qui me plaisait à ce moment-là. Voilà, donc j'ai avancé à ma manière. Et quand vous avez débuté comme standardiste, vous imaginiez le parcours? Non, pas du tout. J'étais loin d'imaginer tout cela. C'est pour ça que j'ai la chance de faire ce métier-là, et c'est pour ça que je vous fais pas de cinéma. Je dis pas chaque jour quand je me réveille quelle chance j'ai, mais pas loin. Voilà. Mais effectivement, c'est aussi beaucoup de travail, oui. Beaucoup d'efforts, des moments heureux, des moments plus difficiles. Oui, parce que c'est aussi un métier difficile qui, d'une année sur l'autre, audience pas audience. Voilà, on a la chance quand même, on va pas pleurer, de faire un métier quand même sympa, de bien gagner notre vie. Je pense qu'il y a des métiers qui sont quand même beaucoup plus difficiles que les nôtres, qu'on se raconte pas d'histoire. Mais voilà, c'est vendu avec. Voilà, vous vendez bien en tout cas. Et on va évoquer justement un double anniversaire avec une autre date, le 23 mai 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Devoise. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Devoise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette année c'est un double anniversaire. Vous allez le célébrer à partir du 23 mai 2022 dans cette émission. Le téléshopping, votre nouvelle aventure. Alors effectivement, vous avez 50 ans et 30 ans de radio et de télévision. 30 ans de radio et de télévision, 50 ans. Et on va fêter alors, les 35 ans de téléshopping. Moi, j'y suis depuis, je vais rentrer, si mes souvenirs sont bons et mes calculs, dans la 9e année, aux côtés de Marie-Ange Nardi. Et voilà, à l'heure où, je me souviens lorsque la direction de TF1 m'a appelé en me disant « Est-ce que, tiens, d'un coup, tu as envie de présenter téléshopping ?» Alors, j'étais un petit peu surpris, j'ai dit ni oui ni non, mais pareil, par rapport à ce qu'on disait précédemment, je me suis dit « Tiens, est-ce que j'irais pas faire un test pour voir, en l'occurrence, si ça m'intéresse ou pas ?» Et de me retrouver soudainement, Jacques, à présenter comme cela pendant 2 minutes 30, 3 minutes sans prompteur, un appareil de musculation, je me suis dit mais voilà un exercice qui me plaît et qui m'intéresse, voilà, de réinventer une histoire autour d'un objet. Voilà, j'ai été séduit et je me suis lancé dans l'aventure et je peux vous dire que les 9 ans je les ai pas vus passer. Vous avez tourné 2 pilotes, je crois, au départ. J'ai tourné 2 pilotes, exactement, ouais. Mais la chaîne était convaincue, mais pas vous. Si. Moi, j'étais le convaincu. Après, je me posais plein de questions. Je me dis, enfin, tu vois, il y a une escroquerie. Pourquoi ils me veulent à téléshopping, quoi. Et ensuite, en discutant avec la chaîne, il y avait cette volonté, aux côtés de Marie-Ange, que je salue, de non pas renouveler le genre, mais nous avons eu durant quelques années une émission un peu poussiéreuse. On a donc décidé de ne pas renouveler le genre, mais voilà, d'essayer de trouver des choses différentes. Et vous sortiez non pas ce qu'on appelle une traversée du désert, mais 2 ans sans télévision. Bien sûr. Parce qu'il y avait une émission de télévision qui n'avait pas marché. Exactement, qui s'appelait Sing Off. C'était une émission de talent show, mais en l'occurrence a cappella. L'émission, il y a eu 4 émissions qui ont été commandées à France 2, 2 qui ont fonctionné et 2 autres qui n'ont pas marché, puisque c'était l'arrivée de Danse avec les stars en face sur TF1. Mais bien sûr, vous avez entièrement raison. Alors, ce n'est pas les 2 ans de disette qui m'ont fait accepter téléshopping, mais ces 2 ans de disette, pour la première fois, ça a été un moment assez dur pour moi, ce qui m'a permis de réfléchir et de quels sont tes centres d'intérêt, vers quel genre de truc tu as envie d'aller demain, voilà. Mais en même temps, quand on a tant de métiers de télévision et qu'une émission ne marche pas, c'est pas de votre faute et on vous vire quand même. Non, mais t'as quand même un peu les boules parce que pour le coup, on le disait, et donc là, à ce moment-là, ça fait 25 ans que tu fais ce métier-là et que d'un coup, ton téléphone sonne plus, il n'y a plus personne, ça a changé dans les chaînes. Voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas un truc d'égo, j'ai pas un truc machin, enfin... Quand même, tu te dis, c'est sympa si ça sonne, c'est sympa si on pense à toi pour 1 ou 2 trucs, et là, 0 pendant 2 ans. Donc ça fait bizarre. Oui, et puis il faut tenir le choc moralement. Et il faut tenir le choc moralement et financièrement. Voilà. Alors, vous retrouvez Marie-Ange Nardi, que vous connaissiez déjà. Que je connaissais déjà, on s'était déjà croisés, hasard de la vie. On habite en fait à 800 mètres l'un de l'autre.
donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, non. Vous savez, il y a des gens que vous rencontrez comme cela et tout de suite, il y a des automatismes. Tu sais si ça va coller ou pas, ou en tout cas, tu sais, même si tu n'as jamais travaillé à ses côtés, que tu termines une phrase où on sait très bien qu'elle va en reprendre une autre juste derrière, sans que tout cela soit écrit ni préparé. C'est pour ça que ça switch à fond avec Marie-Ange. Alors, il se trouve que le téléshopping, ça a commencé grâce à Pierre Bellemare, qui a ramené l'idée des États-Unis. Et au départ, je m'en souviens très bien, personne n'en voulait. Ça intéressait personne. On dit ça marchera jamais à la télévision française. Il avait eu le même problème avec la caméra invisible, Candide Caméra, qu'il avait rapporté des États-Unis avec Jacques Roulan en 64. Des cartons après. Voilà, et on voit le résultat. Et précurseur, regardez, 35 ans tout de même. 35 ans, et lui, il a marqué l'émission au début pendant des années. Marqué l'émission pendant des années, ça a perduré évidemment. Ils ont aussi, via Pierre Dostel, sur la 6 son fils évidemment, où présente M6 Boutique. Donc non, nous l'inquiétude que nous avions eue à un moment donné, à mon arrivée, c'était qu'aussi avec l'arrivée de ces grands groupes type Amazon ou autres, ça allait être peut-être, tu vois, il était logique de se poser la question, difficile pour un exercice comme téléshopping. Non, nous sommes chez les Françaises et les Français au quotidien, chaque jour. On est l'une des émissions les plus diffusées et on a ce contrat confiance. Alors c'est super le e-commerce, c'est super les Amazon ou autres, t'as le temps que le lendemain tu regardes 2-3 photos et c'est bon. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de voir comment vivent ces produits-là, si on les teste, si ça marche. Il y a encore un peu de vie, quoi. Voilà, c'est de 8h30 à 9h20 du lundi au vendredi, de 8h10 à 10h40 le samedi. Alors oui, c'est ça, ou parfois le samedi, on a 2h30 d'émission parfois et de gros directs qui peuvent nous emmener, c'est ça, 9-10, oui, vous avez raison. Ça veut dire une grosse préparation ? Une grosse préparation parce que c'est vrai que parce qu'en plus notre but est aussi d'amener de la bonne humeur, du sourire et de la joie, mais le but qu'on ne se raconte pas d'histoire aussi, c'est de vendre aussi les produits. Donc c'est un habile mélange, un habile dosage sur 2h30 comme cela de direct où nous partons et nous proposons en moyenne à peu près 27 produits et tout cela sans prompteur. Ça veut dire il faut les connaître par cœur, il faut connaître les prix par cœur. Au bout des 2h30, j'ai tout oublié. Exact. Alors, en même temps, ces produits, Alexandre Devoise, il faut les tester. Il faut les tester, il faut aller les chercher. Nous avons des équipes qui parcourent le monde entier. Il y a des salons pour cela, évidemment, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, pour sourcer et nous rapporter le maximum de produits. Produits que nous mettons à table et nous les testons et nous voyons si oui ou non ce produit nous intéresse. Voilà. Donc c'est hyper sympa parce que je teste plein de trucs. Oui, et puis vous ramenez du travail à la maison. Et vous avez tout compris. Par exemple. Je sais pas, le Minute Cooker, c'est un petit appareil évidemment qui vous permet rapidement de faire des petites omelettes, des mini pizzas. C'est des choses que je ramène à la maison. Je les teste pour le midi parfois pour mes enfants ou le soir. Mais surtout le truc sympa, c'est quand vous avez plein de potes ou plein d'amis qui passent à la maison, ils sont toujours à la recherche d'un produit, donc ils repartent avec 2-3 trucs sous le bras parce que j'ai 2-3 trucs à la cave. Voilà. Et en même temps, on voit ensuite si ces produits touchent ou non le public. Évidemment. Et ensuite, nous, comme l'émission est au quotidien, assez rapidement, lorsque un produit marche, on laisse, ça marche pas, on arrête. Mais le test, vous êtes allé, je crois, jusqu'à tester certains oreillers en passant dessus avec votre voiture. Oui, exactement. Il y a eu des. Alors moi, c'est tout ce que j'aime. Pardon, mais des poils, des oreillers, des crash tests qu'on fait dans l'émission. On a eu aussi cette période de confinement où nous n'avions pas pu tourner, donc on tournait de la maison des petites séquences en situation, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce côté que j'aime, moi, c'est le quotidien, la vie, sur des produits sympas qu'on présente. Finalement, vous êtes devenu un homme d'intérieur, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Alors, je fais pas tout, mais je suis pas mauvais, Jacques. D'accord. Alors, renouveler justement le téléshopping au bout de 27 ans, comment on fait ? Alors, je ne sais pas si on le renouvelle, je pense qu'on installe... Et on continue d'installer, je dirais, une confiance entre les téléspectateurs et nous. En revanche, on peut déplacer les équipes, aller à la rencontre des gens. C'est ce que je me suis efforcé de faire ces dernières années, à savoir, on va sur des marchés, ce qui avait été soit mis de côté ou plus fait. Pendant les périodes estivales, on emmène les équipes et on présente des produits, par exemple, au camping. On va à la rencontre des gens et ça, c'est aussi, je dirais, moi, ce qui me séduit dans cette idée d'émissions proches des gens. Parce qu'on est là pour vendre, mais on est là aussi pour passer un bon moment, partager, comme on le
le disait, quand moi je suis sur les marchés en plein hiver, on fait de la soupe, on fait déguster aux gens qui découvrent ce que le produit vient de faire. Voilà, c'est ce qui est riche et c'est ce qui m'intéresse. Oui, et puis il y a de plus en plus de produits finalement. Il y a de plus en plus de produits. Alors là, la période a été difficile pour nous, je le disais, parce qu'avec les salons qui ont été fermés, toutes ces choses-là, les histoires de containers, d'essence, donc bref, ça y est, on commence à retrouver des bons produits, ce qu'on a toujours eu, mais là c'est vrai qu'on commence à avoir un peu plus le choix. Voilà. Et en même temps, il faut se méfier des arnaques, Alexandre Devoise. Oui, alors nous, là pour le coup, c'est une émission qui perdure dans le temps, tout est blindé, tout est cadré. Oui, c'est pas, je vais pas donner le nom de nos sites, mais non, c'est pas le faux truc qui arrive à l'ancienne. C'est pas le concours Lépine, quoi. Non, pas là, non, c'est bien. Mais moi, je me souviens de quelque chose qui a failli passer un jour, bien avant le téléshopping. Un monsieur avait inventé un moteur à eau, soi-disant. Il a failli le commercialiser. Ah, pas mal. Ça n'a pas marché à la dernière seconde. Nous, on a le rameur à eau, là, en ce moment. Je vous le montrerai, Jacques. Vous allez m'en dire des nouvelles. Effectivement, ramer, ça fait du bien. Alors, il se trouve que cette semaine spéciale, le 23 mai, c'est une semaine spéciale du téléshopping, Alexandre Devoise. Oui, c'est une semaine spéciale. Alors, on a aussi profité du fait de cette date anniversaire, les 35 ans de téléshopping, et mes 50 ans, pour décliner, je dirais, quelques émissions autour du chiffre 50, du 5, avec des 50% de réduction, les 50 meilleurs produits. On se sert aussi de cette date anniversaire pour une thématique avec des produits qu'on va ressortir. Il y aura quelques surprises. On est content aussi de faire des émissions un peu spéciales comme cela. On en a besoin. Et puis, celles et ceux qui regardent l'émission, c'est pas forcément les ménagères de moins de 50 ans. Non, c'est pas forcément les ménagères de moins de 50 ans. Aujourd'hui, on le voit et c'est assez intéressant. Alors, je ne suis pas spécialiste de chiffres. Chacun son truc. Moi, mon truc, c'est l'animation. Mais c'est vrai que on renouvelle la population, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une... j'aime pas, moi, les cibles ou tout ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes générations qui regardent maintenant le téléshopping et qui commandent. Et on vous en parle dans la rue, on vous aborde à propos d'un produit? On me parle des produits, il y a des gens qui disent « c'est super, j'ai acheté ce truc-là, quand est-ce qu'il va y avoir le nouveau là? On a essayé le marche actif pendant le confinement, c'est un tapis de marche pour le sport, c'est génial. » Et moi, j'adore en plus en parler. Quelquefois, on vous critique, ça n'a pas marché. Il y a déjà des gens qui m'ont dit j'ai essayé ce produit, dis donc, c'était pas comme à la télé. Ça arrive aussi. Alors, vos journées, c'est très occupé parce que il y a la télévision avec le téléshopping, il y a la radio avec Chéri FM le matin, et là, il faut se lever à 4h du matin. Il faut se lever à 4h, on arrive à 5h, ensuite, je prépare de 5 à 6, on part ensuite de 6 à 9 en direct. Il y a 2 journées dans la semaine que je consacre essentiellement à la radio, pour les événements, les invités, les prochaines manifestations et délocalisations qu'on fait. Donc ça, c'est 2 jours par semaine. Et le reste du temps, dès que à 9h, l'émission de radio se termine, il faut que je sois prêt, habillé, maquillé, coiffé, pour ensuite enregistrer et présenter le téléshopping jusqu'au soir. Ça veut dire un emploi du temps très chargé, ça veut dire 4h du matin, 19h, ouais. Et en même temps, la radio, vous avez toujours adoré ça. Vous avez travaillé sur différentes stations. J'ai toujours, Jacques, si vous me posez la question, est-ce qu'aujourd'hui tu choisirais entre la télévision et la radio? Je choisirais la radio. J'aime bien la télé, mais il y a ce côté, c'est pas vous que je vais dire ça, magique, cet univers particulier, et en plus univers des matinales. Et là, c'est hyper sympa parce qu'évidemment, on discute avec celles et ceux aussi qui nous regardent et que l'on salue. Mais moi, la radio filmée, ça a jamais été, à mes yeux, quelque chose qui, m'a plu, me plaît. Ouais, c'est un plus, effectivement, qu'on nous voit. C'est un plus, mais moi, c'est toujours ce côté, je dirais, secret, discret, magique, où tu n'entends que des voix. C'est ça pour moi, la radio. Et Philippe Bouvard disait, la radio, c'est dire n'importe quoi, mais très vite. Très bien, ça arrive. C'est ça? Oh, je ne sais pas, mais Bouvard, il peut tout se permettre, donc tout va bien. Non, mais effectivement, vous travaillez énormément, même pour une matinale où il faut dire 3 mots. Ouais, un peu plus que 3 mots, parce que c'est quand même préparé. Sinon, pour une émission à 6h, j'arrive à 6h moins 2, mais c'est pas le genre de la maison. Donc, j'essaie de dire plus que 3 mots, et si possible, 3 mots intéressants, quoi. Et puis, il y a une chose qu'on sait peu, c'est que vous faites aussi des films d'entreprise. Oui, alors j'ai un peu abandonné, mais c'est vrai que pendant un moment, avec des activités moins de direct, ça me permettait aussi de développer des petites choses sympas. Alors, quand on dit film d'entreprise, c'est pas trop des trucs d'institution, c'est des choses assez rigolotes. On a fait des spots pour des marques automobiles pendant le Festival de Cannes,
on faisait monter des personnalités. À l'intérieur, on faisait un quiz qui mettait en avant la marque de la voiture, des personnalités du cinéma, de la télévision. Donc c'était sur des choses comme ça un peu fun et des choses un peu rigolotes. Et quand vous parlez de votre carrière de ces 30 ans, vous dites les seules casseroles que j'ai eues en télé, c'est celles que je vais vendre au téléshopping. Oui, j'ai trouvé cette formule, donc je me suis dit que j'allais la balancer un peu partout. Et l'avenir maintenant? Écoutez, l'avenir, je suis très content à Téléshopping, je suis très content à la radio pour le moment. Voilà, j'ai d'autres envies qui sont des envies d'écriture, mais ça, quand on décide de passer à l'écriture, c'est quand on n'a rien à faire, parce que je pense que, toute proportion gardée, il serait difficile aujourd'hui de mêler l'écriture et l'animation, et radio, et télévision, et des petits films, et en plus de cela de l'écriture. Non, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de voir mes enfants, ma femme, donc voilà, peut-être je me mettrai, si demain il y a autre chose à faire, mais sans une activité quotidienne de direct qui prend beaucoup de temps, j'aimerais bien écrire 2-3 trucs. Ce sera pour plus tard. Pour l'instant, au nom des auditrices et des auditeurs de Sud Radio, je vous souhaite un bon anniversaire. Merci beaucoup, Jacques. Pour ces 30 ans de carrière, et continuez le plus longtemps possible à vous amuser et à nous faire plaisir. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.